Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvézier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Être capable aussi de prendre de feedback et de recommencer à zéro et de garder ton enthousiasme et ton expertise et ton créativité, de reprendre le problème pour le repenser. Dans l'épisode que vous allez entendre, nous sommes reçus à HEC par Christine Devalque, chercheuse, professeure depuis 14 ans et directrice du programme doctorat depuis quelques mois. Elle évoque à de nombreuses reprises les enjeux de l'écoute, nécessaires aux doctorants pour mener à bien leurs recherches, comme à ceux qui travaillent dans un pays qui n'est pas le leur. Christine en parle en connaissance de cause, car elle est néerlandaise. Elle décrit l'intelligence situationnelle nécessaire pour ces chercheurs solitaires qui se retrouvent professeurs. Elle parle de la collaboration réelle qui déterminera un bon étudiant et un projet réussi. Vous l'entendrez entre autres citer les compétences de persévérance, de modestie, d'humilité, d'adaptation, de gestion de l'incertitude. Avec une grande générosité, Christine nous livre de nombreux conseils à travers son témoignage. Bonne écoute. Christine, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Christine, tu es professeure de marketing à HEC Paris depuis 2004 et depuis quelques mois, tu y diriges le programme doctorat. Peux-tu décrire HEC en quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas cette école ? Oui, bien sûr. Alors, en France, HEC est surtout connu pour son programme Grande École, mais on fait beaucoup plus d'autres programmes aussi. Je pense que ça, c'est important à expliquer. On a aussi des masters spécialisés de 1 an dans tout un tas de matières. On a un programme MBA qui est plutôt focalisé sur le marché international. On a de formation continue avec des programmes diplômés et non diplômés et on fait aussi beaucoup de programmes sur mesure avec des entreprises. On a bien sûr un programme doctorat que je dirige et très important aussi à HEC, on a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui font de la recherche. Alors, on produit de la recherche qu'on publie dans la revue académique globale. Mondiale. Vous publiez en français et en anglais ? Le deux, mais je pense que la plupart de nos articles sont en anglais. D'accord. Ouais. Ta spécialité, c'est le marketing digital. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta discipline et nous dire à quelle population tu t'adresses ? Oui, bien sûr. Alors, moi, plus particulièrement, je fais le marketing des réseaux sociaux. Et la discipline de marketing a énormément changé. La discipline de marketing, le paradigme de marketing et le métier de marketing. Maintenant, c'est vraiment une communication multilogue où le marketeur est plus le seul à parler. C'est beaucoup en temps réel. Et c'est avec peu de contrôle. Alors ça, ces règles ont beaucoup changé comment on fait le marketing. Et moi, j'ai créé des cours autour de ça qui ont énormément changé parce que j'ai commencé à enseigner tout ça en 2004. Et ben alors, Facebook venait de naître en 2004. Et aujourd'hui, on peut plus imaginer le monde sans ça.
mes cours s'adressent à tous les étudiants. J'enseigne le marketing réseaux sociaux à toutes nos populations. Et par exemple, les derniers cours que j'ai développés, c'était spécifiquement focalisé sur les entrepreneurs et comment eux, ils peuvent utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir, faire connaître leur entreprise. Donc ça, tu fais encore des recherches sur ce sujet-là? Oui, effectivement, je fais beaucoup de recherches sur ça. Ça, c'est vraiment mon spécialisation en recherche. Je suis surtout focalisée sur l'effet bouche à l'oreille et comment le bouche à l'oreille existe et quel effet le bouche à l'oreille a sur Internet. À côté de ça, je suis très intéressée aussi par les interactions de gens dans la communauté en ligne. Le dynamisme que tu peux avoir dans le groupe en ligne, comment les gens se comportent, comment ils se présentent en ligne. Et par exemple, j'ai une recherche avec un ancien doctorante ici où on regarde comment les gens qui doivent utiliser Facebook dans un contexte professionnel, quel rôle ils adoptent, parce qu'on a des rôles comme maman, on a un rôle professeur, on a un rôle sportif. Alors sur Facebook, quand tu l'utilises dans le contexte professionnel, est-ce que tu vas mélanger ta vie personnelle et ta vie privée, la vie professionnelle et privée, et avec quel degré d'authenticité tu le fais? Est-ce que tu vas créer le contenu toi-même ou est-ce que tu vas juste copier? Et comme ça, on a fait une catégorisation pour comprendre comment quelle stratégie les gens adoptent et quelle influence ça peut avoir sur leur carrière dans les entreprises. Tu parlais d'une doctorat. Justement, ton nouveau rôle de directeur de programme doctorat, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, en tant que directrice du programme doctoral, le plus important, c'est de faire connaître notre programme doctoral dans le monde entier et d'attirer les meilleures candidates qui veulent faire la recherche chez nous. Après, mon rôle, c'est aussi créer un climat propice à faire la recherche haut niveau. Et c'est surtout organiser des formations pour nos doctorants pour qu'ils peuvent apprendre les méthodes de recherche et bien sûr aussi le concept. Donner de l'argent pour qu'ils puissent collecter de données, d'aller visiter des autres professeurs dans des universités ailleurs qu'ici pour créer un réseau. Et les aider à développer des articles. Parce que faire la recherche, c'est une chose, écrire d'articles, c'est autre chose, et de le faire publier, c'est encore un autre talent, une autre compétence à développer pendant le temps que tu es doctorante. Les doctorants, ils ont quel âge et quel profil? Ils ont... alors, je pense le plus jeune, c'est peut-être autour de 25 ans. Et le plus âgé ici au HEC, c'est plutôt autour de 35 ans. Et ça c'est typique ici. Ils ont des profils assez divers parce que tu n'as pas besoin d'avoir une formation préalable en business. Alors du coup, on peut recruter des gens qui sont des ingénieurs ou des psychologues qui veulent continuer à faire la recherche appliquée dans le monde de business. Et ça dure combien de temps, un doctorat? Plus de 5 ans aujourd'hui. D'accord. Ouais. Et toi, comment est-ce que tu es devenue professeure à HEC? Très simplement, j'ai postulé. À la fin de j'ai fait un doctorat aux Pays-Bas. Je suis originaire des Pays-Bas. Et à la fin de mon doctorat, j'avais envie un peu d'aventure et de ne pas rester forcément aux Pays-Bas. J'avais non plus envie d'aller aux États-Unis, qui est un peu encore le Walhalla, le mecca pour le prof, les chercheurs dans management, parce que j'avais déjà une expérience, un échange aux États-Unis, et du coup je me suis dit, alors je vais plutôt rester en Europe, et j'avais une amie qui bossait déjà ici au HEC et qui m'a dit, on cherche encore des gens, est-ce que tu veux pas postuler? J'ai dit, HEC Paris, ah oui, ça c'est sympa. Et j'ai postulé et j'ai obtenu le poste. Et ça fait, il y a 14 ans, presque pile, ouais, pile.
Merci pour cette présentation. On va maintenant s'intéresser aux soft skills qui sont, comme tu le sais, le sujet de notre podcast. Alors, pour ma part, moi, j'ai fait HEC dans les années 90, comme tu le sais, la HEC Grande École, et j'ai vraiment pas le souvenir d'un enseignement formel autour des soft skills, autrement appelés compétences comportementales. Mais bon, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une prise en compte de l'importance des soft skills dans la formation des futurs dirigeants d'entreprise? Oui, je pense que ça a beaucoup développé. Ici au HEC, c'est surtout tout le soft skills. Ça s'appelle pas forcément soft skills, ça s'appelle ici plutôt le leadership. Mais on peut le traduire dans comprendre le soft skill. Et le leadership, dans par exemple le programme MBA, ça s'apprend pas forcément dans une salle de cours. Du coup, tous nos étudiants MBA passent une semaine à l'école Saint-Cyr pour faire des exercices avec les militaires, pour devenir leader, pour gérer un groupe. Aussi, je pense, avec le temps, le format d'enseignement ont beaucoup diversifié. On ne fait pas que de cours, mais on fait beaucoup plus des ateliers, de projets, de expeditions qui sont plus propices, je pense, à ce développement de soft skills. Avec aussi encore pas mal de rapports de réflexion où nos étudiants sont demandés de réfléchir ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes. Parce qu'encore, le soft skills, c'est compliqué de les enseigner dans un format un peu plus classique. Bien sûr. Et dans votre notation, je parle au professeur là, avec ta triple casquette, voilà, on sort la casquette professeur. Est-ce que vous arrivez à évaluer un progrès sur des soft skills, sur du leadership, prenons votre terme? Vous arrivez à noter ça, à évaluer ça, ou ça reste encore très difficile? Via ce bilan de ce Reflection Report, là, on peut effectivement noter les qualités de pensée que les gens peuvent avoir sur eux-mêmes. Qu'est-ce que eux, ils ont appris pendant un stage, pendant un internship, pendant une mission, pendant une semaine avec le militaire d'école Saint-Cyr. On évalue plutôt comme ça. D'accord. Okay. Alors, tu as enseigné et tu continues aujourd'hui à enseigner à de nombreux étudiants issus de nombreuses nationalités. Quelles sont, d'après toi, les compétences comportementales qui permettent de réussir sa scolarité à HEC, ou ses scolarités, puisqu'on a bien compris qu'il y avait des parcours très différents? Oui, alors je pense dans tout le programme, c'est un peu pareil. Être capable de bosser, ça c'est clair, parce qu'il y a toujours énormément de projets, de devoirs, de cours en même temps. Alors, il faut vraiment être capable de gérer cette surcharge, ce qui t'est demandé, et de comprendre ce qui est le plus important et de juste bosser. Je pense aussi, ce qui est très très important et quelque chose que nos étudiants et participants, on parle plutôt de participants quand on parle de programme EXET, apprécient, c'est que si tu fais une formation ici, il faut vraiment être capable et apprendre à collaborer, à travailler ensemble, parce que beaucoup de choses qu'on fait, c'est des choses de projets de groupe. Et c'est aussi ça, c'est ce qu'ils vont trouver après dans le monde professionnel. Sauf si tu es un prof, tu fais quand même beaucoup de choses en équipe. Du coup, collaborer et écouter les autres. Et ça, on a beaucoup de gens ici, bien sûr, qui ont un très fort caractère, qui souvent aussi étaient toujours les meilleurs et qui étaient toujours les leaders. Et là, du coup, ils se retrouvent avec tous ces autres gens avec un très fort caractère. Et il faut apprendre parfois à être un peu plus modeste et vraiment écouter les autres gens pour progresser ensemble, pour prendre pour collaborer, pour travailler ensemble. Je pense ça, si tu n'arrives pas à faire ça, ta scolarité au HEC, d'une côté, c'est un peu un échec.
Est-ce que c'est ce que tu nous dis là? Est-ce que toi, par exemple, tu l'expliques formellement à tes étudiants? Est-ce que c'est dit ça? Oui. Ouais, d'accord. Oui. Okay. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ça reste toujours des problèmes, de problèmes de groupe, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est compliqué à gérer. Là aussi, au final, ce sont les étudiants eux-mêmes qui doivent réfléchir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que moi je peux changer pour le futur, pour que ça s'améliore, ça ne se reproduise pas. D'accord. Alors, tu accompagnes, on l'a dit tout à l'heure, les doctorants depuis quelques mois. Quels sont les soft skills essentiels pour aller au bout de son parcours de doctorant? 5 ans, c'est long, ça me paraît une éternité. Ouais, comment on fait pour tenir dans la durée? Là aussi, être capable de bosser, c'est important. Après, être une chercheur, c'est pas qu'un travail, c'est vraiment une façon d'être. Le soft skill ou la compétence que tu dois avoir ou devoir développer, c'est d'être curieux, très créatif dans la façon que tu essaies d'aborder le problème, poser de très bonnes questions sur ce que tu lis, sur ce que les autres ont dit. Là aussi, être capable d'absorber énormément des informations parce que la recherche, on produit au niveau mondial. Aussi, je pense, ce qui détermine le succès, une réussite d'une doctorante, ou de doctorante, et même plus tard, quand tu es chercheur, c'est de persister, parce que c'est un boulot de longue haleine. Quand tu commences la recherche, souvent, ça peut prendre 3 ans et avant que tu arrives à bout d'un article de 50 pages. Et souvent, ça peut aller au-delà de ça, parce que tu vas envoyer ta recherche, c'était ton petit bébé, tu as travaillé sur ça, tu as créé une expertise, tu envoies ça dans une revue, et l'éditeur et les reviewers vont te dire « non, c'est pas… » Alors du coup, être capable aussi de prendre de feedback et de recommencer à zéro et de garder ton enthousiasme et ton expertise et ton créativité, de reprendre le problème pour le repenser. Parce que, oui, quand tu reçois une rejection d'une journal, c'est jamais sympa. Mais moi, toujours dans tout le processus de review que tu fais pour améliorer ta recherche, effectivement, c'est toujours, ça devient mieux. Du coup, ça, c'est très important. Peut-être aussi, c'est un boulot où tu dois être capable de gérer l'incertitude. Parce que l'incertitude est-ce que c'est assez bien pour être publié? Est-ce que tu as vraiment trouvé le twist qui est nouveau? Après le doctorat, tu vas avoir un poste d'assistant professor. On a des processus de tenure, du coup ça dure 6 ou 7 ans où tu dois prouver que tu es capable de publier. Alors là, tu bosses, tu n'es pas toujours sûr que tu vas réussir. Là, c'est des incertitudes aussi. Et d'un côté aussi, je pense, être doctorant et chercheur, il faut être d'un côté être à l'aise d'être solitaire, parce que c'est quand même un travail un peu solitaire, toi, ton ordinateur, seul dans ton bureau, créatif dans ta tête, et en même temps, dès que le moment que tu deviennes une enseignante, parce que ça c'est complètement l'autre côté de notre boulot, là il faut être très social, il faut être capable de tenir devant un groupe de doctorants, des étudiants. Et c'est ça, ces contrastes qui est parfois un peu choquante pour le doctorante qui, pendant le programme doctoral, ne sont pas forcés d'enseigner. Ici, au HEC, parfois ils le font, mais ils ne sont pas forcés. On leur protège pour se concentrer sur la recherche, mais à un moment donné, après 5 ans, ils se retrouvent devant une salle de classe et bof, c'est pas un ordinateur.
Alors, avoir une intelligence situationnelle, ce qui se passe dans une salle de cours, c'est vraiment l'opposé de ce que tu fais quand tu es en train de travailler sur ta recherche. C'est intéressant, ça me rappelle plein de souvenirs d'il y a 20 ans. Ouais. Donc, j'ai entendu capacité à collaborer, écoute, humilité d'une certaine façon, Absolument. curiosité, accepter le feedback, créativité, gestion de l'incertitude, tu en as cité d'autres aussi. Ces compétences que tu viens de décrire là, est-ce que tu penses qu'elles sont innées ou est-ce que tu penses qu'on peut les développer? Oui, non, je pense qu'on peut les développer. Bien sûr, c'est facile si tu as des choses innées déjà, mais tu as jamais toutes ces compétences déjà innées. Et tu peux les apprendre avec de bons exemples, avec du temps. Et avec de bons supervisors ou de mentors, les gens qui t'aident à prendre de recul et d'être créatif, d'être curieux, apprendre à accepter le feedback. Je pense tout à fait tu peux les apprendre. J'aimerais à présent qu'on s'intéresse aux soft skills qui te sont nécessaires à toi, dans le bon exercice de tes missions à toi. Pour ça, est-ce que tu pourrais nous décrire le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit? Oui, alors, j'aimerais bien parler de mon expérience étant co-directeur d'un programme formation continue qui s'appelle International Teachers Program. C'est un programme pour le prof comme moi-même, pour les aider à développer leurs compétences pédagogiques. Parce que c'est vrai, dans nos programmes doctoraux, la plupart du temps, nous sommes en train de développer nos compétences recherche. Et ça, c'est un programme que j'ai co-dirigé pendant 3 ans ici au sein d'HEC avec une collègue. Et je nomme ce programme parce que ça m'a permis de mettre en œuvre beaucoup de compétences en même temps, beaucoup de compétences peut-être très variées. C'était assez complète, je pense, comme expérience et succès professionnel, parce que le programme, c'était d'un côté imaginer la philosophie du programme. Alors ça c'était super. Qu'est-ce qu'on veut vraiment que ce programme va avoir comme effet, un impact sur la carrière professionnelle et les êtres humaines qui participent. Comment on met ça en œuvre concrètement, quelles sont les séances où on trouve de bons profs pour enseigner ces séances différentes, comment on peut convaincre tout ce prof, toute l'équipe qui intervient dans le programme, c'était 2 fois 6 jours, qu'ils adhèrent aux philosophies et qu'il y a un fil rouge dans le programme. Après aussi, c'était tout le conception et tout ça. Après, on avait le vrai semaine où on était censé gérer le groupe, les dynamismes de groupe et de les amener. Et tu as les énergies qui changent et tout ça. Tu as ça aussi dans un cours au HEC, mais c'est plus dispersé parce que tu as un cours de 3 heures une semaine, un autre cours de 3 semaines, un autre. Et là, on se retrouvait une semaine ensemble et 6 mois après, une autre semaine ensemble. Du coup, j'ai pu puiser dans beaucoup de mes compétences et j'ai beaucoup grandi avec cette expérience. Donc c'était un succès parce que toi et le co-dirigeant de ce programme étiez satisfaits. Et j'imagine que les participants vous ont fait un feedback aussi de satisfaction. Exactement, ouais, oui, bien sûr, c'était on a préparé le programme pendant 2 ans, vraiment, c'était une préparation pendant 2 ans, et le jour J, quand tu te retrouves avec tes participants, tu sais jamais ce qui va passer, mais c'était très bien passé. On a refait le programme 3 fois, 3 années de suite, et du coup aussi, je pense, une grande réussite était qu'on était capable de se questionner tous les ans. On n'a jamais fait le même programme, parce que aussi les participants sont pas pareils. Là aussi, c'est gérer les incertitudes. Quand tu es enseignante, tu es là pour les autres. Et le groupe
les groupes, les années différentes étaient très différents. Et même, on était OK de ne pas savoir exactement ce qu'on allait faire dans 4 ou 5 mois, parce qu'on avait envie d'abord apprendre le groupe et de comprendre leurs besoins, et après de développer des dispositifs qui étaient bien pour eux. Et toi, spécifiquement, quelle force et quel talent as-tu mis en œuvre pour réussir dans ce contexte? Qu'est-ce que tu as apporté? Je pense aussi, ce qui est important, le réussite du programme, c'était aussi parce qu'on a très très bien travaillé comme équipe. Et peut-être je nomme ça parce que j'ai dit avant, notre boulot, c'est quand même assez solitaire. Tu es un chercheur, oui, tu travailles avec des collaborateurs, mais tu es un peu seul. Quand tu prépares tes cours aussi, tu es un peu seul. Et là, c'était mon première expérience ici au HEC, et j'ai fait des autres après, où on a vraiment travaillé comme équipe. Et je pense c'était une réussite pour moi parce que je suis capable de vraiment collaborer avec les autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, quand nous sommes dans une équipe, il n'y a pas une question de hiérarchie. Et oui, j'étais le directeur du programme, mais ça ne veut pas dire que moi, je me soucie pas de petits détails qui sont gérés par le manager. On fait tous ensemble, et le manager et les gens d'Exet qui ont beaucoup d'expérience, ils ont de droit de dire des choses. Alors là aussi, être égal, pour moi, c'est peut-être mon côté néerlandais, parce qu'en France, c'est pas toujours très égal, mais aux Pays-Bas, c'est un peu plus égal et beaucoup plus participatif. Alors du coup, tout le monde a le droit d'écouter, de dire des choses et de co-créer le programme ensemble. Et aussi le matin, quand on doit préparer les salles, je suis là, c'est aussi mon boulot. Je le fais vraiment ensemble avec les autres, et je pense ça c'était une aussi de clés de cette réussite, parce qu'on s'est bien soudés comme équipe. Ces compétences que tu viens de décrire, elles sont essentielles dans ton métier encore aujourd'hui? Oui. Être capable de collaborer dans le métier que j'ai là, comme directeur programme doctoral, oui. Dès que tu commences à être manager, c'est ça qui est important. Il faut faire ensemble, vraiment ensemble, co-créer ensemble, parce que c'est mieux. Là aussi, avec ce programme, j'ai travaillé avec mon collègue, et ça faisait tellement plaisir parce qu'on avait des idées et on se disputait, parce qu'alors on était un peu convaincus de nos idées, mais c'était toujours meilleur après parce qu'on a travaillé vraiment ensemble. C'était organisé, ce travail d'équipe, ou c'était assez instinctif? Oui, c'est instinctif. Pour moi, c'est instinctif, ça. Christine, tu es originaire des Pays-Bas, tu nous l'as dit, et tu vis et travailles en France depuis près de 15 ans. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à mettre en œuvre quand on travaille dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, et en plus pour toi, quand on travaille dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, même si ton français est d'une fluidité... je fais encore énormément de fautes. Dans ma tête, je parle toujours encore une autre langue, mais ça sort en français. Alors, ça va vite, je ne veux pas dire que je maîtrise complètement. Mais non, peut-être c'est évident, mais c'est une vérité. Être capable de s'adapter, c'est primordial. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là encore aussi, je pense, il faut avoir une sorte d'humilité et d'être capable de réfléchir sur tes normes, tes valeurs, tes pratiques, parce que tout ça, ça va ensemble. Pour peut-être donner une petite anecdote, vous savez peut-être, côté nourriture, c'est très différent aux Pays-Bas et ici en France. Et quand mes amis néerlandais viennent chez moi, ils disent « Oh là là, mais vous mangez 2 repas chauds
tout le jour, alors ça doit grossir, énormément grossir. C'est pas possible, 2 repas chauds. Et à l'inverse, tous mes amis français qui apprennent qu'aux Pays-Bas on mange de sandwich, de tartines, ils disent oh là 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 là, mais c'est pas possible et ça doit faire grossir. Et même si on regarde le consigne national dans the Health Organization, c'est pas dans les 2 pays, les consignes de nourriture sont très différents. Alors il faut comprendre ça, ce sont des pratiques, c'est pas juste ce qu'on fait, mais aussi le sentiment qu'on a avec autour de ça, le pensée qu'on a avec tout ça. Et il faut être capable de comprendre ça et de s'adapter. Et comprendre la langue aide. C'est pas absolument nécessaire parce que tu peux aussi demander d'explications en anglais. J'ai fait au début, ça m'a pris quand même pas mal de temps avant que j'ai appris de vraiment parler le français. Oui, ça aide si tu sais parler la langue, parce qu'aussi dans la langue il y a de nuances que tu ne peux pas forcément traduire. Du coup, être capable de s'adapter, de écouter, de observer et de pas et être capable de dire alors la façon que les autres le font, c'est aussi bien. C'est aussi bien que ma façon à moi. Ok, merci. Quelques questions pour conclure notre conversation. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui? Et tu en vois beaucoup. Oui, je vois beaucoup. Je pense mon meilleur conseil, c'est d'être un peu patiente. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'attendent que tout de suite, ils vont avoir un poste haut placé avec de pouvoir de décision et de projets hyper intéressants et créatifs et tout ça. Et peut-être je parle de mon parcours à moi, mais donne-toi un peu de temps et sois un peu plus patiente parce que tous les phases dans ton carrière sont importants et intéressants soi-même et tu peux beaucoup apprendre quand tu n'as pas encore les décisions de pouvoir. Du coup, être patient et de pas ça veut dire peut-être aussi de parfois rester un peu plus longtemps dans une entreprise. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont vite changer d'un boulot à l'autre boulot. Je pense que c'est dommage de là aussi de rester un peu plus longtemps et de voir ce que tu peux apprendre de ce contexte. Aussi dans une position où peut-être tu n'es pas toujours complètement à l'aise. Ça fait grandir. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaiterait travailler dans l'enseignement supérieur, quel serait-il? On a pas mal de gens qui frappent la porte HEC pour demander est-ce que je peux devenir enseignante parce que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup d'expérience et j'aimerais bien partager. Alors ça c'est bien, c'est super, c'est les débuts, mais c'est pas assez parce que toute cette connaissance aujourd'hui de plus en plus, on le retrouve facilement. Le savoir, ça, c'est pas suffisant. Être un sage et être là pour transférer de ce que tu sais aux autres, ça, ce modèle ne marche plus. Du coup, quand tu dois travailler dans l'enseignement supérieur, il faut vraiment être capable d'être avec les autres et de comprendre le besoin des autres. Du coup, l'enseignement, c'est pas forcément l'enseignement. Tu l'enseignes pas, tu aides les autres à apprendre. Et ça demande une posture vraiment très différente. Quand tu dis, moi j'ai beaucoup vécu et moi je sais beaucoup et je veux bien partager tout ça, tu te mets un tout petit peu dans une position d'une star. Et non, dans la salle de cours aujourd'hui, ce sont les participants qui, ton rôle est de les aider à trouver le savoir, parce que le savoir est là. Là, tu cliques ton internet et tu as tout le cours, tout est là, le podcast, le YouTube, les tutorials, tout est là. Alors, aider les gens à se former eux-mêmes
entre eux, ensemble. Ça, c'est mon conseil. J'ai l'impression qu'on vient de parler du marketing. Il y avait un parallèle, non? Oui. Je suis pas très complexe dans ma tête. C'est bien. On a beaucoup parlé des soft skills et une question qu'on pose à chacun de nos invités, c'est quelle est ta définition à toi des soft skills? Oui, ça c'est très intéressant. Pour moi, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, et après il y a le savoir-être. Et c'est le soft skill, le savoir-être. C'est simple. C'est clair. Merci. Toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite de ton parcours professionnel? Alors, pour ça aussi, c'est simple. Je veux bien que je continue à m'éclater dans tout ce que je fais, avec des choses variées, parce que c'est ça que j'aime, sans m'épuiser. C'est tout ce que je souhaite. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter alors. Un grand merci, Christine, pour ta contribution. Merci beaucoup, c'est très riche. Merci. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talents Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.